Eh bien, on va rentrer dans le vif, dans le dur. On va rentrer là cette fois-ci maintenant dans cette fameuse inéquation, dans ces fameux états de tension dont on parle depuis le début. Hop, j'avais oublié qu'il y avait tout ça. Tchouk. Donc on rentre ici. Comment ça marche là? Eh bien, pour ça, on va repartir de ce schéma-là. Hop, là. Celui-là, là. Voilà. Hop. Alors, il faut que je fasse une petite modification dans ce schéma. Donc, on a vu, je vous rappelle, hein, pour mémoire, on a l'essence. L'essence perçoit à peu près 11 millions d'unités d'information chaque seconde, qui vont être traitées par les aires sensorielles primaires. Une fois que chacune de ces aires a fait son boulot, ça file dans les aires associatives. Une fois que c'est associé, tous ces paquets de traitements sont associés pour créer une unité, ça va venir tenter une identification dans les mémoires, en l'occurrence la perceptive. Et je vous ai dit, ensuite, ça tente de remporter notre attention. Donc on passe ici à peu près de 400 000 unités d'information par seconde à 40 qui seront sélectionnées par l'attention. Ces 40-là, l'attention va repartir dans les aires associatives pour aller cumuler plus d'informations et ce qui va permettre la conscientisation. Ok. Je vous ai dit également que l'attention est en compétition permanente, enfin il y a une compétition permanente dans l'attention entre les flux perçus et l'imagerie mentale, puisque c'est ce qui va nous permettre de combiner les éléments et de créer une conscientisation. Vous avez fait la petite expérience où vous avez, en même temps que je vous posais une question qui convoquait l'imagerie mentale, je vous ai indiqué un chiffre avec mes doigts à l'écran. Et ceux dont à ce moment-là l'attention était sur le flux cognitif n'ont pas vu le chiffre que j'ai communiqué alors que ça avait été perçu dans le champ visuel. Ok. Pour aller un peu plus loin, en réalité, ici, là, il faut que je déconnecte cette branche-là. Et avant d'arriver à l'attention, il y a un cheminement qui va être fait. C'est que quand ça passe dans les aires associatives et que ça arrive dans l'identification des mémoires, eh bien, pour savoir ce qui va être saillant ou pas pour l'attention, il va falloir qu'il y ait une, comment dire, une définition de valeur. La valeur perçue, pour le coup. La valeur de ce que j'ai autour de ce que j'ai capté de mon environnement. Pour ça, c'est le système limbique. Et le système limbique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter une valeur à l'information. Et une fois qu'il y a eu cette affectation de valeur, alors ça arrive à l'attention. Cette affectation de valeur, c'est ce qu'on appelle le premier temps décisionnel. C'est là, en réalité, que tout se joue au niveau de notre cerveau. Pour pouvoir faire ça, comment fonctionne le système limbique? Eh bien, il va se poser une question toute bête, notre système limbique. Il va se demander, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi lorsque l'on perçoit quelque chose? Je vous rappelle que le cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution. Ok. D'ailleurs, bien avant même qu'on soit considéré comme une espèce humaine. Pendant ces millions d'années d'évolution, je vous rappelle cette grande phrase que vous connaissez désormais par cœur, nous sommes des organismes vivants doués de la faculté de mouvement qui devront en permanence développer des stratégies d'adaptation à des environnements en perpétuel changement. Or, en tant qu'organisme vivant, notre cerveau va répondre à trois grandes fonctions. La première, l'énergie. Pourquoi? Parce qu'un organisme vivant, on consomme de l'énergie. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de s'approvisionner en énergie pour pouvoir faire tourner l'organisme. Deuxième grande fonction pour un organisme vivant, c'est très con, mais le but du jeu, c'est de le rester vivant. D'accord? Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la survie. Et enfin, qui dit vivant dit forcément inexorablement une fin. Mais si on veut que la dynamique du vivant perdure dans le temps, troisième très grande fonction, la reproduction. Ensuite, on a plein de stratégies secondaires, tertiaires, etc., qui participent en partie, directement ou indirectement, à ces trois grandes fonctions. Donc, le rôle de notre système limbique, notamment le thalamus, va être de pouvoir affecter une valeur à ce que l'on a perçu en fonction de cette grande question. Pour répondre à cette question, le système limbique va venir s'appuyer à la fois sur nos mémoires, va venir interroger, là c'est les mémoires perceptives qui vont être convoquées, et également sur l'insula. Et dans le cortex insulaire, on a une partie qui va être là pour nous informer, je vais y arriver, des états physiologiques en permanence. Quelle est notre température corporelle? Quelle est notre tension artérielle? Quel est notre taux d'hydratation, etc., etc., etc. C'est justement parce que le cortex insulaire informe le système limbique qu'on ne doit pas affecter la même valeur à un verre d'eau en plein désert, sachant qu'on est déjà en état de déshydratation et que c'est notre seule source d'approvisionnement, qu'à un verre d'eau dans un bar à mojito. De suite, on ne donne pas du tout la même valeur à ce verre d'eau. Ok. Donc, c'est cette communication avec le cortex insulaire qui va nous permettre de pouvoir affecter. Vous mettez une doudoune en plein hiver à Tignes
En février, oui. Pourquoi? Parce que la température corporelle risque de gravement chuter et donc une doudoune va nous réchauffer et maintenir la température corporelle. En revanche, une doudoune sur la plage 15 août par 37 degrés dehors, non, on ne lui affecte pas du tout la même valeur. Ce qui va différencier les affectations de valeur, ça va être les informations fournies par le cortex insulaire. Ok, donc l'insula. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Good. Maintenant, ceux qui ont suivi l'initiation reconnaîtront mon pote Maurice. Mon pote Maurice, c'est l'homme de Cro-Magnon, il y a 15 000 ans, même structure cérébrale, on n'a pas de transformation majeure, qui vivait dans la grotte de Lascaux. C'est celui qui a fait des tags avant de se barrer, dégradation de biens. Euh, et qui, donc, du coup, au fin fond de sa grotte, donc faut l'imaginer, un cheveu long, grosse barbe, tripster avant l'âge, qui vit au fond de sa grotte, et là, ça fait 3 jours qu'il est là, et d'un seul coup, il a un peu faim quand même, mon pote Maurice. Donc, que va faire mon pote Maurice? Eh ben, d'un seul coup, il va se dire, oh tiens, c'est la bonne saison, il y a un cerisier qui est pas loin de là, je sais qu'il est couvert de cerises bien rouges, je vais aller en becqueter quelques-unes. Prend le gourdin sur l'épaule, et il sort de sa grotte pour aller becqueter quelques cerises. Sauf que pas de bol pour lui, au détour d'un bosquet, sur quoi il tombe? Un tigre à dents de sabre. Mouh. Pas cool l'animal. Donc, les informations visuelles qui traversent ici la rétine vont rentrer dans les aires sensorielles primaires. On va retrouver la fourrure, la forme, etc. du tigre à dents de sabre. Ça va aller dans les aires associatives pour combiner les informations. On va aller dans les mémoires, voir si on connaît effectivement le tigre à dents de sabre. On reconnaît dans nos mémoires l'animal. Ça descend dans le système limbique. Le système limbique nous pose la question, est-ce que ceci est bon ou pas pour nous? Et de toute évidence, à chaque fois qu'il y a un tigre à dents de sabre qui apparaît, il y en a un de la tribu qui se fait bouffer. Hier, c'était José, feu José. Que va faire à ce moment-là le système limbique? Eh bien, il va déclencher, alors il faut à peu près 40 millisecondes, hein, donc c'est très rapide entre le moment de perception et le moment de réponse, différentes formes de réponses adaptatives. Dans ces différentes formes de réponses, on va retrouver, donc bien évidemment, c'est pas bon, on va retrouver déjà les micro-mouvements involontaires. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, waouh, on va braquer. Dire waouh, c'est quoi ce truc-là? Et on va se mettre en alerte. Donc on a déjà une réponse comportementale. Cette réponse comportementale, elle va se faire à une connexion directe du système limbique au striatum. Le striatum, c'est celui qui est responsable de notre mise en mouvement. Le striatum va venir s'appuyer sur ce qu'on appelle, je vais y arriver, les aires prémotrices. Ce sont des programmes comportementaux déjà enregistrés dans nos mémoires, ce qui nous permet d'éviter de redécouvrir en permanence la coordination du mouvement. Et ensuite, derrière, le déclenchement de l'action motrice. Okay, donc ça, c'est déjà une réponse, une première réponse comportementale. Là-dedans, pour pouvoir déclencher tout ça, le système limbique va mettre en alerte, en fait, va mettre le système, l'organisme en alerte par la libération de noradrénaline et de cortisol. Le rôle de la noradrénaline, ça va être de nous préparer physiologiquement à faire face à la situation. Alors, comment ça opère? Attention, ce schéma est plus simple qu'il n'en a l'air, donc commencez pas à transpirer, j'en vois certains qui font non, rassurez-vous, c'est relativement simple. Regardons un peu comment c'est foutu. On a, je réduis la taille de la fenêtre, on a ici les cortex. Ok. L'information du stresseur arrive ici dans le système limbique par l'intermédiaire du thalamus. C'est le thalamus qui se demande est-ce que ceci est bon ou pas pour nous. Quand quelque chose n'est pas bon pour nous, alors le thalamus va venir déclencher en cascade une chaîne de réaction qu'on appelle l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien. Ça, pour se la péter à l'apéro, franchement, ça claque. Alors, si vous voulez être encore un peu plus récent, maintenant on parle de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est l'axe qui est ici. Le thalamus va communiquer avec l'hypothalamus. L'hypothalamus va communiquer avec l'hypophyse grâce au CRH. L'hypophyse va libérer de la CTH dans le sang. Et de la libération de la CTH, les glandes surrénales vont prendre le signal et déclencher ce qu'on appelle les catécholamines. Et nous, on va retenir surtout la libération d'adrénaline et de noradrénaline. Ok. Donc là, le but du jeu, c'est de nous préparer physiologiquement à faire face à une situation. Cette stimulation de noradrénaline va venir stimuler ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est là pour réguler nos états physiologiques. Ok. Qui dit autonome dit qu'on n'a pas ou peu la main dessus. Nous, dans ce système nerveux autonome, on a deux branches qui vont nous intéresser,
c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome sympathique et le système nerveux autonome parasympathique. Pour garder en tête comment ça s'organise, le sympathique, c'est un faux ami. C'est quand on a un stress qui arrive. Ok. Que va faire le système nerveux autonome sympathique? Ça, c'est important de les connaître parce que ça nous permet de les décoder chez les gens. La stigmatisation physiologique va se faire par la dilatation des pupilles. Ok. Mon pote Maurice, lorsqu'il est face au tigre à dents de sabre, il a intérêt à bien percevoir les informations visuelles de ce qui se passe. Ok. Il va y avoir une focalisation de l'attention. On focalise l'attention sur le stresseur, ce qu'on appelle l'effet tunnel. On voit plus ce qui se passe autour, on focalise sur le stresseur. C'est pas le moment que mon pote Maurice commence à rentrer dans une espèce d'analyse personnelle. Me revoilà encore dans une situation de danger. Comment se fait-il que je me retrouve encore là-dedans? Pourquoi je n'écoute jamais les conseils de la tribu? Certainement un problème avec ma mère. Non, c'est pas le moment. On focalise. On a un stresseur en face là. C'est ça qu'il faut regarder. Ok. Donc focalisation de l'attention. Il va falloir fournir de l'énergie. Pourquoi? Parce que mon pote Maurice, il a que deux réactions possibles face au tigre à dents de sabre. Soit prendre la fuite, soit combattre. Donc dans tous les cas, il lui faut de l'énergie. Et je vous rappelle que mon pote Maurice, il n'a pas becté depuis un bail, hein. Donc, on va déjà devoir acheminer de l'énergie. L'énergie va arriver notamment par l'oxygène. Donc, on va avoir une augmentation de la fréquence respiratoire, pas de l'amplitude, mais de la fréquence respiratoire. On va également avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Il faut acheminer l'énergie au niveau des muscles, de l'organisme, etc. On va également avoir une contraction des vaisseaux sanguins périphériques, ce qui fait que le sang va se concentrer au milieu de l'organisme. Non seulement pour augmenter la pression artérielle, mais également, en cas de blessure superficielle, éviter de se vider de son sang. Ok. C'est pour ça que si jamais vous faites une grosse frayeur à quelqu'un, il blémit. Il blémit, pourquoi? Parce que les vaisseaux sanguins périphériques se sont contractés, et le sang se rapatrie vers le centre, et donc ça donne cette couleur blême, blafarde. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir une micro-sudation qui va se faire, d'où les tests de mensonges par conductivité électrodermale pendant les années 50, 60, 70, pour voir si les gens mentaient ou pas, parce que mentir, ça crée un stress, et le stress, du coup, on le voit. On va avoir également, le but du jeu, ça va être d'économiser de l'énergie. Donc, une des grosses sources de consommation d'énergie, c'est nos fonctions digestives. Donc, l'organisme va stopper les fonctions digestives, à commencer par la salivation, qui est la première étape digestive. C'est pour ça, par exemple, que quelqu'un, quand vous voulez voir tous ces symptômes, vous regardez quelqu'un qui a vraiment très peur de parler en public, et il va cumuler tous les symptômes. Et quelqu'un qui a peur de parler en public, souvent, vous allez le voir avec une petite bouteille d'eau, il va prendre plein de petites lampées d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la fonction salivaire, et donc il a la bouche sèche très vite. Donc il va boire plein de petites lampées d'eau. On va également avoir une augmentation de l'activité bioélectrique du corps, d'à peu près 12,5%, pour être plus vif, plus rapide. C'est pas le moment de la jouer au ralenti devant le tigre à dents de sabre. Oh là, il m'attaque, il va falloir que je réagisse. Non, là, il faut être direct, rapide à ce moment-là. Ok. Quand je vous disais l'arrêt des fonctions digestives, vous avez aussi la sensation, ce qui peut aboutir, le nœud à la gorge ou le nœud à l'estomac. En fait, l'estomac se contracte pour stopper les mouvements digestifs. Ok, donc c'est la fameuse boule à l'estomac qu'on peut avoir. On va avoir également une contraction de la vessie. Alors, contraction ou relâchement, ça dépend de quelle partie on parle. Mais l'idée, c'est de pouvoir, au besoin, vider la vessie. C'est assez bizarre comme réflexe, mais quand on y réfléchit, quand vous êtes face à une situation périlleuse, si jamais vous avez la vessie qui est pleine, comme un ballon de baudruche, hein, et que vous prenez un coup dessus, c'est un coup à ce que la vessie éclate. Si la vessie éclate, il y a une intoxication qui va se faire au niveau du sang, c'est la mort assurée. Donc le fait qu'en cas de situation de stress urgent, la vessie se contracte pour qu'elle puisse se vider, permet d'augmenter nos chances de survie. Ok. À ce moment-là, il y a intérêt à avoir le périnée bien musclé, sinon, dégâts. Et la stimulation sexuelle de départ, réduite à zéro, réduite à néant. C'est pas le moment de penser à Scarlett, Miss Périgord, moins 2015 avant JC. Non, là, on est face à un tigre à dents de sabre, donc on reste focus. Ok. Donc le corps va chercher à économiser au maximum l'énergie pour pouvoir en développer un maximum et faire face. Ah non, et autre point ô combien important, on réduit au maximum les défenses immunitaires.
parce que la défense immunitaire, pareil, consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, en l'occurrence, le stresseur, c'est pas un virus, c'est un tigre à dents de sable qu'on a en face de nous. Donc les défenses immunitaires, réduites au plus bas. C'est pourquoi, si jamais vous êtes en situation de stress chronique pendant des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois, et que vous avez enfin les premiers jours de vacances, bah, potentiellement vous pouvez tomber malade. Parce que derrière, bah, les défenses immunitaires étaient réduites à zéro, vous avez essayé de tenir, 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 tenir jusqu'à tout ce que vous avez pu, et là, boum, les virus prennent la relève derrière. Ok. Tiens, je suis certainement en train de me faire démarcher comme un Salmon. Hop là, j'en ai 6 ou 7 comme ça par jour. Donc, là, vous avez tous les symptômes d'une activation du système nerveux autonome sympathique qui est liée au stresseur et donc qui amène une adaptation physio. Euh, Ensuite, ouais, Guillaume, je te coupe, je je reviens t'en sur prie. le fait de la contraction de la vessie. Ouais, Ça explique pourquoi dans des situations de stress maximum, tu peux te mettre à uriner sans t'en rendre compte. exactement, exactement. C'est la contraction de la vessie avec le périnée qui n'est pas suffisamment musclé. Entre la contraction de la vessie et le périnée qui est censé faire opposition, malheureusement, ça peut passer. Mais c'est à la base une bonne stratégie adaptative. Ok. Yes, Delphine? Tu nous as dit que dans une situation de stress, il y avait deux choix. C'était soit fuir, soit se battre. Ouais. Mais qu'en est-il des gens qui, tu sais, c'est les trois F, hein, flight, flight ou Et freeze. freeze. Eh ben, freeze, c'est pas une stratégie d'adaptation, c'est une sidération. En fait, C'est-à-dire, ça a été mal traduit en français. C'est-à-dire que souvent on traduit freeze par immobilisme. oui, Ah, l'immobilisme, c'est une inhibition de deux stratégies volontaires. Mais freeze, quand on l'étudie en anglais, c'est la sidération. Ce qui va se passer ici, c'est que le cerveau, boum, balance les informations au striatum. Le striatum cherche dans les aires promotrices qu'est-ce qui est prévu dans ce genre de situation. Et là, on n'a rien. Que dalle, que chi. Ah. Et là, le cerveau, il mouline tout ce qu'il peut dans les aires prémotrices. Et pendant qu'il est en train désespérément de chercher quelque chose là-dedans, il n'y a rien qui vient. Et ben, cette période de rien qui vient, c'est la sidération. C'est le freeze. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que les unités militaires qui peuvent être amenées, eh ben, comment se déplacer quand tu es pris sous le feu et que tu t'y attends pas? Eh ben, en camp d'entraînement, on va leur faire et refaire et sur-refaire, etc. Comment on se met en formation, comment on se met en repli, comment on replie stratégiquement en arrière, etc. Parce que de toute façon, ils sont sur des intensités aversives tellement fortes qu'il n'y a rien qui sortira de la conscience. Donc, il va falloir que ce soit des programmes automatiques. Et donc, en cas de feu, le cerveau part dans le striatum direct, regarde dans les aires prémotrices, on a les stratégies qui sont bien en place de repli et on déclenche l'action. Et une fois que tu es en sécurité, là, on va laisser opérer la conscience. C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'où ça vient? Etc. Et là, on commence à faire de l'analyse. Avant, ça sert à rien. Ok. Donc, le freeze, c'est vraiment la sidération, c'est l'absence de stratégie adaptative dans les aires prémotrices. Tu mets un jeune joueur de tennis face à un joueur professionnel, il fait un service à 200 km/h. Il va rester comme dans le avec sa raquette dans les mains. Et merde. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien dans les aires prémotrices pour pouvoir agir aussi vite. Il va rester en sidération. C'est bon pour toi, Delphine? en fait, ce que je comprends pas maintenant, c'est pour. Alors, en fait, tu es en train de nous dire que toute action, qu'elle soit de se battre, hein, ou de pourrir, hein, est Mhm. donc une décision consciente. Non. C'est quelque chose Ah, qui est enregistré dans les aires prémotrices, qui va déclencher automatiquement. Tu marches dans une forêt, tu as un d'accord. bâton qui ressemble à la forme d'un serpent, pouf, tu vas Ok. faire un énorme bond sur le côté. Ok. C'est juste que c'est enregistré dans les aires prémotrices. Il n'y a pas besoin de la conscientisation. Ça opère alors surtout la noracorte, noradrénaline, cortisol. Noracorte, on fait une contraction en interne parce qu'on le répète sans arrêt. Euh, c'est dans les aires prémotrices, c'est 40 millisecondes, hein. C'est super rapide, donc bien avant le temps de conscientisation. Alors, encore une fois, est-ce que ces aires prémotrices, elles sont ancrées, entre guillemets, par les mémoires? Oui, complètement. C'est de la mémoire pure, hein, les aires prémotrices. Mais comme D'accord. elle est dédiée au mouvement, on lui crée une section spéciale. Ok.
Et c'est d'ailleurs par le C'est-à-dire travail de ces mémoires qu'on va réussir à se mettre en mouvement. parce que, enfin, nous, en mémoire cellulaire, on a un outil de travail qui est la grille de vie, où on part de 9 mois avant notre conception, donc déjà en état de vibration pour ces parents-là, mais tout ce qu'on engramme de mémoire, Mhm. euh, et de la façon dont on va naître, etc., en fait, pour moi, là, ça répond exactement à ce qui va être engrammé dans les aires prémotrices. Alors, je connais pas très très bien tes outils, donc si tu me parles du moment cellulaire conçu, c'est-à-dire qu'on a déjà l'embryon qui est en place, Oui, c'est ça. ouais, là oui, on La commence déjà à mémoire rentrer. déjà de l'embryon et de comment il Ouais. traduit la façon Certaines dont on va... simulations, Hmm, certaines simulations, tout à fait. Oui, ça, on rentre déjà dans les mémoires motrices, effectivement. d'accord. Ok. Est-ce que c'est plus clair pour... oui, Clara? Juste une question. Alors, du coup, toi, tu dis que dans ces aires prémotrices, où il y a de la mémoire qui se crée automatiquement et donc plus ou moins aussi inconsciemment, en fait, mais on peut Oui. aussi travailler dessus, quand tu prenais l'exemple des militaires ou Mhm, des policiers ou je sais pas, complètement. c'est plus tu l'enrichis, entre Ouais. guillemets, cette mémoire, plus tu vas avoir une réaction motrice, si j'ai bien compris, efficace et rapide. Euh, Et- oui et non. Plus tu vas l'enrichir, plus tu auras une stratégie d'adaptation fine, mais ok, difficile à trouver. Je vais te donner un exemple très simple. Tu prends des champions olympiques de judo. Ils travaillent 10 à 15 techniques max, pas plus. Chaque situation, une seule et unique technique. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux, quand tu dois être très rapide, il vaut mieux avoir une stratégie d'adaptation rapidement accessible qu'une pluralité de choix de subtilité. Ça se traduit comment dans nos mémoires? Schématiquement, au lieu d'avoir une voie neuronale composée d'un neurone après l'autre, c'est très schématique, et donc d'en avoir plein comme ça, un après l'autre, mais qui sont difficiles à sélectionner ou à trouver, il vaut mieux avoir un chemin neuronal composé de 100 neurones après l'autre. On fait une autoroute d'information. Et comme c'est une autoroute d'information, il n'y a pas de pluralité de choix, le cerveau, plomb, part sur celle-ci et rien d'autre. Et ça va très vite. C'est ce qu'on fait aussi, par exemple, tu regarderas les tennisman, la façon dont ils réceptionnent les services. Ils n'ont pas 40 000 gestes artistiques pour réceptionner un service à 200 km/h. Non, ils ont appris une technique qu'ils ont rabâchée à l'appel, à l'appel, à l'appel, à l'appel, qui a fait une autoroute d'information qu'on trouve extrêmement facilement et dont l'information circule hyper vite. Donc, vaut mieux avoir une stratégie hyper renforcée face à une situation quand tu dois agir très vite qu'une pluralité énorme de stratégies différentes, chacune avec sa petite subtilité. ok. Et du coup, alors rien à voir avec le judo, le tennis, mais du coup, Hmm. quand on est dans l'état de choc de quelque chose et on est dans, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure, on est un peu dans enfin pas un peu, on est complètement dans l'immobilisme Mhm. physique, je veux dire. Ouais. C'est parce que on vit quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'a jamais été enregistré dans les aires prémotrices. Alors, soit jamais enregistré ou ton cerveau ne l'a pas trouvé. Et dans ce cas-là, pourquoi mon cerveau l'aurait pas trouvé? Parce Parce que tu que as à peu près 85 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions potentielles. Qu'il faut quand même réussir à trouver cette voie-là, celle qui encode cette information-là. En plus, plus l'intensité de choc aversif, là en l'occurrence, est oui, puissant, je parlais de ça. ah, plus la circulation de l'information manque entre guillemets de subtilité. Moi, on va aller dans les voies qui sont fines. On va aller directement dans les autoroutes, parce qu'il y a des intensités extrêmement Ok. puissantes. Donc, si jamais c'était encodé par des voies fines, on la trouve pas. Tu sais, le nombre de fois où tu as quelqu'un qui t'a mal répondu, tu pars, tu fais, oh, ah, c'est ça que j'aurais dû lui répondre. Hmm. Alors qu'on est resté comme dos rond de flanc. Tu sais. Ouais, bah là, on avait fait. Alors qu'à l'inverse, après, tu te conditionnes, tu dis, prochaine fois que je suis dans cette situation, c'est ça que je réponds. Et là, tu te visualises le faire une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, 200 fois. La fois suivante où ça va arriver, c'est devenu une autoroute, pan, ça partira du tac au tac. Ok, Ok, merci. j'en prie. Delph, je vois que tu as activé ton micro, tu as une question? Oui, c'était justement par rapport à la sidération, on est censé, entre guillemets, survivre.
dans une situation donnée. Et donc, du coup, si on peut ni attaquer ni fuir parce qu'on est en sidération, où est. L'avantage adaptatif, Ben non, mais en fait, il n'y en a quand pas, tu c'est dis. un bug. Et du coup, on peut pas répondre à l'attaque ou la fuite. Non. C'est le lapin avec les yeux rivés sur les phares de la voiture qui la regarde arriver Ouais, sans anticiper le pare-choc, rencontre pare-choc dans avant. ok. Mais donc, du coup, là, on n'est pas du tout dans en fait, la mise en mouvement pour survivre. Exactement. C'est pour ça que je ne l'intègre pas dans les stratégies adaptatives. C'est un bug de stratégie. Donc, on peut rien y faire. Quand ça nous arrive, on peut rien faire. Ah non, quand tu es pris en considération, tu peux rien faire. Le but du jeu, c'est de préparer pour que ça n'arrive pas. Ok. Ok. Ça va pour tout le monde? Ouais. C'est good. Donc, je sais plus où j'en étais. Si, mon pote Maurice, face au tigre à dents de sabre. Donc, il a eu une libération de noradrénaline qui l'a préparé physiologiquement à faire face. Le rôle du cortisol, ça va être de lui fournir de l'énergie. Si je reprends mon schéma ici, il est où mon schéma? Il est là. Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si on regarde ici, on a l'axe, toujours pareil, hypothalamo-pituito-surrénalien, c'est-à-dire thalamus, hypothalamus, hypophyse, glande surrénale. Les glandes surrénales ont libéré la noradrénaline et l'adrénaline, mais les glandes surrénales ont également libéré ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Retenez dans les glucocorticoïdes le cortisol. Le rôle du cortisol, c'est de nous fournir de l'énergie. Le cortisol, en fait, va plonger dans les réserves de glycogène. Les glycogènes, c'est de l'énergie qu'on stocke dans le foie et dans les tissus musculaires pour que si jamais on a une situation qui nécessite de l'énergie de façon intense et rapide, puisse être libérée, même si on est en hypoglycémie. Ok. Et ça va nous permettre d'avoir de l'énergie. Imaginez mon pote Maurice, ça fait 3 jours qu'il n'a pas bouffé. Ok. Clairement, en termes d'énergie, c'est pas terrible. Mais il ne peut pas dire au tigre à dents de sabre, voilà, t'arrives au mauvais moment. Tiens, tu me donnes 5 minutes, je me fais une petite barre énergétique, je suis à toi juste après. Non, il ne peut pas faire ça. Donc, il fallait de l'énergie directement. C'est le rôle du cortisol. Contrairement à ce qu'on peut lire quasiment partout dans la presse grand public, qui associe cortisol avec l'hormone de stress. Oui, on va produire du cortisol en situation de stress, mais ce n'est pas l'hormone du stress. Tous les matins, par le biais de votre cycle circadien, vers à peu près, en tout cas pour 60% d'entre vous, vers entre 4 heures et 6 heures du matin, vous allez avoir un pic de production de cortisol important qui va vous permettre de fournir de l'énergie quand vous allez vous lever. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous lever, normalement, vous n'avez pas mangé depuis au moins 8 heures. Donc, il vous faut de l'énergie au réveil. Et c'est le rôle du cortisol. Ok. Et pourtant, normalement, vous n'êtes pas censé être en situation de stress quand vous vous réveillez le matin. Si c'est le cas, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas lié au cortisol. Ok. Donc, le rôle du cortisol, c'est de fournir de l'énergie. Moi, maintenant, j'ai une question pour vous. Mon pote Maurice, il pourrait faire preuve un peu de philosophie quand même. Quand il est face au tigre à dents de sabre, peut-être que mon pote Maurice, à un moment donné, il pourrait tenir un discours du type bah voilà, j'ai 27 ans, j'ai bien vécu, j'ai une longue vie. Oui, je vous rappelle qu'on est il y a moins de 15 000 ans. Pendant 27 ans, j'étais le prédateur et je chopais des proies. Aujourd'hui, c'est moi la proie. C'est la vie, c'est le cycle de la vie. Allez, vas-y, tigrou, grignote. Pourquoi il fait pas ça? Instinct de survie. C'est quoi l'instinct de survie? Ça, c'est une vraie rationalisation, ça. Instinct de survie. Je la comprends. Mais qu'est-ce qui permet l'instinct de survie? Qu'est-ce qui permet? Euh, La continuité de la race, de l'espèce. ouais. Tu penses vraiment à ça, toi, quand tu es face à un tigre à dents de sabre, là? Je te jette dans la cage et tu te dis non, il faut perpétuer l'espèce. On va essayer de s'en sortir. Mais c'est les mémoires aussi. C'est toujours, non? Et Non. C'est j'ai le envie cri de de dire que combat c'est lié à une la des trois noradrénaline. Ah, mais c'est le système limbique. Ce qui est bon ou pas pour moi. Ouais, il a produit de la noradrénaline, du La cortisol. noradrénaline, cri de combat. c'est une des trois fonctions principales que tu as décrites, ce qui est la Ouais. fonction de survie. Non, mais il faut bien Qui, une mécanique, il faut un principe derrière. Quand j'ai pas compris la fonction quoi, tu as dit? Le mode survie. Ah, bien sûr. ouais, fonction de survie. La fonction limbique, le système Ouais, limbique, c'est ce qui a été évoqué. ouais.
Et moi, je peux vous injecter de l'eau sucrée dans le sang et il ne se passera pas grand-chose. La simple Est-ce présence que de ça, noradrénaline doit activer quelque chose de particulier. est-ce que ça serait pas les aires prémotrices, enfin, via l'expérience, l'habitude de situations analogues? Non. Pas le fait d'anticiper que ça va faire mal et donc c'est pas bon pour nous. Intéressant la douleur. C'est pas forcément la notion de douleur, mais on peut s'appuyer sur la notion de douleur. Est-ce que c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, comment ça s'appelle, alors, je me rappelle plus les termes que tu as employés, le fait que dans les générations antérieures, euh, il y avait comment ça s'appelle, il y a des gènes qui font que, enfin, t'as des gènes qui font que instinctivement, tu sais que tu peux pas Que réagir c'est comme pas ça. bon. Que c'est pas bon, ça on est d'accord, mais il faut que ça déclenche un principe. Ce que tu m'as dit, La Eric, c'est la question, distance c'est entre quoi? l'idée et Le C'est l'actif. sens qui réveille l'aire sensorielle primaire. Non, Le fait de ne pas vouloir mourir, d'être face à la mort, de la vie, c'est quoi vouloir? vouloir vivre. Et c'est est-ce que quoi ta vouloir? question, c'est de savoir la noradrénaline, elle est produite et qu'est-ce qui se passe entre la noradrénaline et les aires prémotrices? C'est ça? Alors, pas les aires prémotrices. Enfin, le Là, tu as deux. striatum puis les aires. Alors, tu vas avoir une réponse comportementale qui va être pilotée par le système limbique striatum prémotrice moteur, mais en même temps, le Mhm. système limbique a déclenché, en amont d'ailleurs, euh, le circuit de la. J'avais lâché le mot. Euh, la réponse à la situation inversive. Non, ce qui s'y rapproche pas mal, c'est Delph qui a lâché un mot-clé similaire. La douleur. C'est quoi la douleur? C'est une réaction sensorielle. Ouais. Et c'est quoi cette réaction? Tiens, Eric, prends un stylo et transperce-toi la main avec un stylo. La peur, La, non? la douleur, c'est une information. Ouais. Et elle a quoi de particulier, cette Bah, information? elle informe que potentiellement, on peut être injured, enfin blessé ou pire. Ouais, Enfin, mais d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Parce que moi, je peux lire l'information. Si tu te transperces la main avec un couteau, ça va faire mal. Oui, je bah, peux le elle lire, mais il faut augmente qu'elle crée quelque chose. notre attention, elle, au Plus que maximum, ça. non? Elle entraîne du mouvement Ah ouais, mais justement, elle entraîne du mouvement. Pourquoi? C'est un nouveau pour neurotransmetteur survivre. qui Enfin, passe. Pour éviter la douleur, non, enfin Et pour éviter la se, douleur. Et qu'est-ce que ouais. c'est que la douleur? elle nous prévient d'un danger, quoi. Alors, quand t'as Euh, mal, c'est que c'est Bah, déjà trop tard. non, oui, douleur, bah, c'est une, Ouais, la douleur, c'est non, enfin c'est pas une aire, enfin c'est pas, un circuit, c'est ce qu'on appelle la sociéception. Allez, je vous le donne. ouais. La douleur crée en nous une sensation aversive. On ne supporte pas ce flux d'informations. Les flux d'informations qui arrivent par la nociception vont être traduits comme une sensation extrêmement aversive. Comme elle est aversive et qu'on ne la supporte pas, ça crée un état de tension qui nous pousse à se mettre en mouvement. Qu'ensuite, on va rationaliser comme on veut. Pérenniser l'espèce, l'instinct de survie, la peur de la douleur, tout ça, c'est de la rationalisation. Mais je vous rappelle que s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mouvement. Or, ce qui va se passer, je reviens ici, dans mon schéma, je m'étais bien tenu de vous l'expliquer juste avant. Le stresseur communique avec le thalamus. On a vu l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien, mais il y a un deuxième axe qui se fait en parallèle. C'est la libération. Donc, le thalamus va communiquer avec le locus coeruleus, et c'est le locus coeruleus qui va libérer de la noradrénaline dans le système nerveux central, directement, ici. Et ça, on ne supporte pas ça. Au même titre qu'on ne peut pas supporter la douleur, il faut que très vite ça s'arrête. Et bien là, c'est la même chose. Lorsque notre cerveau perçoit une information qui n'est pas bonne pour nous et que le locus coeruleus libère la noradrénaline dans le système nerveux central, ça crée un état de tension inversif qu'il va falloir absolument qu'on arrête. Comment on l'arrête? Soit en sortant du contexte qui le produit, mon pote Maurice qui C'est la galoperait pour aller se fuite. foutre à l'abri, la fuite, Ouais. exactement. Toi, tu Ou alors combats. il faut détruire le stresseur, le Tu combat, combats. c'est ça. Et c'est cette mécanique de tension inversive qui déclenche la mise en mouvement, combat ou fuite. Vous voyez bien, on fait les deux généralement.
lorsqu'on s'est tapé le petit doigt de pied sur l'angle de la table basse avec sensation hyper aversive, il faut que ça s'arrête. Je frotte et ensuite j'ai une conversation avec la table, comme ça elle pouvait m'entendre. Putain de table, mais putain de table qui donne rarement le meilleur de nous-mêmes. Combat. Ok. Alors qu'au final, c'est juste nous qui n'avons pas fait gaffe, on foutait les pieds, c'est tout. Mais n'empêche que l'état de tension, état de tension inversif, j'ai besoin de le résoudre. On va avoir ce double, cette double action combat et fuite. Ok. Alors, certains mettent un coup dans le meuble. Aïe, je refais mal. C'est un combat. Yes, Eric. Ok. Guillaume, est-ce que ça veut dire que dans le premier temps décisionnel, c'est de se mettre en mouvement, Hmm. et le second, c'est un choix enfin, en fonction des différents niveaux de tension, des deux alternatives de fuir ou de combattre Ouais, on verra ça un peu plus tard. Ça va dépendre d'une concentration d'une autre hormone, qui est de l'autre côté, qui est la sérotonine. Plus la sérotonine est concentrée, plus on va prendre une solution combative. Si en revanche le taux de concentration est faible, on va avoir plutôt tendance à choisir la fuite. Donc c'est un cocktail qui va opérer et qui va définir si on prend combat ou fuite. Est-ce à dire que l'effet de sidération dont on parlait tout à l'heure, Mhm. c'est le fait, pour revenir sur ton schéma, que la noradrénaline n'est pas déclenchée? Ah si, elle est déclenchée, donc ça crée l'état de tension, mais qui dit état de tension dit mise en mouvement, ça arrive dans le striatum, aire prémotrice, et là on n'a rien. D'accord. Donc, oui, d'accord. Voilà. Donc on n'a pas. Et donc du coup, bah, c'est le temps de sidération. D'accord. Ok. Donc, on a ici ce qu'on appelle le circuit de l'aversion. Je vous le répète, pas de tension, pas de mouvement. Donc ici, on est dans les états de tension aversifs. La libération de noradrénaline et de cortisol dans l'organisme va, en fonction de son intensité et de sa durabilité, créer en nous différentes natures de ressentis. Ces différentes natures de ressentis, quand on les conscientise, on appelle ça des émotions négatives. En fonction de l'intensité de la durabilité, eh ben, on va ressentir des choses comme la frayeur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, tracas, irritant, colère, et j'en passe. Ok. On les appelle émotions négatives. Alors, s'il y en a qui ont fait de l'intelligence émotionnelle, je sais que, généralement, on monte au créneau en me disant, ah, pas d'émotions négatives. Oui, toutes les émotions sont nécessaires, mais on les appelle négatives parce qu'elles sont liées par l'état de tension aversif. Ok. Elles nous renseignent, et de façon ultra nécessaire, que là se joue quelque chose que notre cerveau a évalué comme n'étant pas bon pour nous. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, je ne produis pas de la noradrénaline ou du cortisol parce que j'ai peur. J'ai peur parce que mon cerveau a libéré de la noradrénaline et du cortisol. C'est la conséquence du ressenti physiologique. C'est pour ça que dans les approches empiriques, ils ont fini par se dire, driver, c'est les émotions. Maintenant, imaginez, vous partez de ce qu'on peut voir de l'extérieur, on essaye de remonter au plus proche du cerveau. Et donc, il s'était bel et bien aperçu que les émotions jouaient un rôle dans nos mises en mouvement. Et nous, en neuro, c'est pas une cause, c'est une conséquence, les émotions. C'est la conséquence de la libération de noradrénaline et de cortisol. C'est ce qui sous-tend les émotions, en fait. Ici, les émotions négatives. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ouais? Mm. Alors, je vous sens inquiet par rapport à mon pote Maurice. Donc, mon pote Maurice, effectivement, bah, face au tigre à dents de sabre, vu que José, la veille, avait pris la fuite, s'était fait rattraper, s'est fait bouffer, pote Maurice se remonte les manches, qu'il n'a pas d'ailleurs, et se dit, go, je rentre en combat avec le tigre à dents de sabre. Après un combat absolument héroïque, dont je vous tairai les détails parce qu'on s'en fout, et pour les bien fondés de l'histoire, c'est mon pote Maurice qui remporte le combat. Et le tigre à dents de sabre terminera en carpette dans la grotte de Lascaux. Toujours est-il, mon pote Maurice, il a toujours faim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le gourdin sur l'épaule et il part au pied du cerisier. Et là, quand il arrive au pied du cerisier, le cerisier tient toutes ses promesses. Absolument toutes. Et il est couvert de cerises bien rouges.
L'information, tiens, j'avance un peu trop vite. L'information visuelle traverse la rétine, est traitée par les aires sensorielles, pardon, primaires, les aires associatives, ça arrive dans les mémoires, cerise, ça descend dans le système limbique. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Oui. Exactement. Le système limbique interroge les mémoires. Les cerises, c'est gavé de sucre, de vitamines, etc., etc. Oui, c'est bon pour nous. Que va faire à ce moment-là le thalamus? Eh bien, il va venir déclencher la réponse, la récompense. Et il va récompenser mon pote Maurice grâce à un shoot de dopamine. Et lorsqu'on prend un shoot de dopamine, on va avoir comme conséquence en ressenti physiologique la sensation de joie, de satisfaction, de plaisir. C'est la conséquence de la libération de dopamine dans l'organisme. Ok. Jusque-là, c'est plutôt bien fait. Oui, mais il y a quand même un gros mais. Pourquoi mon pote Maurice, il bougerait ses fesses le matin pour aller chercher des choses qui sont bonnes pour lui? Si on est en état de complétude absolue, pourquoi on se mettra en mouvement? C'est à peu près comme essayer de faire un cadeau à quelqu'un qui possède déjà tout. Alors, aucune raison de réussir à lui faire plaisir s'il possède déjà tout par essence. Et donc Notion là, il de y a tout. Ouais. conscience? Notion de conscience, non, d'en avoir conscience ou pas? Oula, oula, Non? oula, oula, conscience. Oula, c'est bien plus tard la conscience. Parce Là, qu'on n'a ici, pas là, tout, on en joue fait. en 120, 130 millisecondes max. Non, mais il n'avait pas tout là, puisque s'il s'est bougé pour aller chercher les cerises, c'est parce qu'il avait faim. Il avait faim. Donc, il y avait un déséquilibre. Oui, bien sûr. Un déséquilibre physio doit pouvoir créer un état de tension. Or, déséquilibre physio ne crée pas l'état de tension. Le déséquilibre physio informe le système limbique à travers le thalamus que l'on a besoin de quelque chose. Mais ça ne créera pas un état de tension de mise en mouvement. En fait, derrière la dopamine, la nature, dans son infini génie, mais infinie perversité aussi, s'est dit, tiens, on va faire un coup double. Si à chaque fois que l'être humain trouve quelque chose qui est bon pour lui, on le récompense avec de la dopamine, pour l'obliger à se mettre en mouvement pour aller chercher des choses qui sont bonnes pour lui, eh bien, je vais faire en sorte que si le taux de concentration de dopamine n'est pas suffisant dans l'organisme, il soit en état de manque. Comme on est en état de manque, ça va créer un état de tension qui vont l'amener à se mettre en mouvement et à aller chercher des choses qui sont bonnes pour lui pour qu'il produise de la dopamine et que l'état de manque se calme. Donc la tension s'apaise. Non, mais l'état de manque, c'est de la noradrénaline, alors? Alors, il va y avoir Ou de la pas? noradrénaline, mais ce qui va être majoritaire, c'est une tension à la dopamine. C'est-à-dire qu'on est en tension pour aller la chercher. Si l'état de manque est trop fort, alors on verra dans les conditions de noradrénaline qu'il y a un risque d'intégrité physique. Et donc à ce moment-là, ça va se mettre à produire de la noradrénaline. Alors, tu veux dire que face à une situation, pas forcément le, le, le danger de mort, mais face à une situation professionnelle, il y a quelque chose qui en toi refuse, tu n'arrives plus à te mettre en action, ça veut dire qu'en fait, il faut stopper cette chose-là, en fait, par Pas exemple. nécessairement, mais là, tu es déjà dans un exemple beaucoup trop concret, sans les conditions de déclenchement et sans toute l'inéquation. Il faudra qu'on regarde parce que c'est un jeu d'équilibre après. Mais là, il te manque encore des composants. Ok. Retenez surtout que si notre taux de concentration n'est pas suffisant en dopamine, on aura un état de tension dopaminergique, et donc ça va nous forcer à se mettre en mouvement pour aller prendre des shoots de dopamine. Donc d'aller chercher des choses qui sont bonnes pour nous. Yes, Clara. Attends, du coup, excuse, hein, parce que je suis pas sûre de... Le... J'ai faim, je vois des cerises. Mhm. Je suis trop contente, je produis de la dopamine, mais donc enfin, en fait, cette Non, dopamine, elle est toujours... Non, c'est que ton quand je cerveau. mange... Ah, exactement. Tu vois la pub? Hmm, Burger King. Hmm. Eh. Ils nous font saliver parce qu'on voit le bonhomme qui, en fait, exprime un shoot de dopamine au moment où il le mange. Notre cerveau fait Oh, de la dopamine. Peut-être que pour moi aussi, ça marche. Ça me crée un état de tension qui m'amène à vouloir me déplacer pour prendre mon shoot de dopamine, si jamais Burger King était une stratégie dopaminergique. La fin ne justifie pas uniquement la mise en mouvement. Est-ce que tu aimes les tripes au miel, Clara?
Non, pas Non? spécialement. Tant mieux. Tu as super, méga, giga, ultra faim. Ouais. T'es pas encore à l'agonie, hein? Mais là, clairement, t'as la dalle. Et je te dis, il est 6 heures du mat quand t'as la dalle. Hmm. Clara, t'as amené un repas au lit, tiens, un trip au miel. L'état de tension physio, comme les tripes au miel ne sont pas dopaminergiques pour toi, elles ne t'amènent pas une satisfaction de plaisir, tu vas me dire, t'es gentil, mais tripes au miel, t'aurais pas plutôt dit Nutella? Tu vois, et là, oui, c'est la tension dopaminergique qui va être derrière. Si c'était simplement manger, au moment où tu mangerais, tu prendras un shoot de dopamine. En revanche, tu peux prendre un shoot de dopamine si on est en fin fond du désert, que tu n'as pas mangé depuis 5 jours, que tu détestes les tripes au miel, mais là, tu es tellement mal physiologiquement que là, clairement, l'état aversif, enfin, on est dans un état aversif lié à un risque d'intégrité physique, alors le fait de manger va satisfaire un état physio qui va amener à produire de la dopamine. Ok. Et même si c'est dégueulasse, ça fera quand même du bien. Ok, mais donc si j'ai faim, mais dans la situation où je suis pas, je vais mourir. Hmm. Euh, Ce qui me met en mouvement pour aller manger, Ouais. c'est mon état enfin, une tension aversive. Ça va être une tension de stratégie de satisfaction addictive. Ok. C'est que tu vas avoir une tension à la dopamine qui va te pousser à aller chercher ta dopamine pour prendre ton shoot. Si en revanche tu es en situation de danger, ça va être une stratégie d'évitement aversif, ce qui n'est pas la même chose. On va avancer un peu Ok. parce qu'après on verra des exemples, mais il faut bien faire la différence entre les deux. Ok. Donc, on retrouve ici, dans ce qui nous met en mouvement, bah, les stratégies de satisfaction addictive, donc dopamine, et les stratégies aversives, le bâton et la carotte, hein, de façon empirique. Et donc, on a voulu tester, voir à quel point donc, le circuit de la récompense et le circuit de l'aversion, et on a voulu voir à quel point est-ce que ces deux schémas neuronaux, ces deux voies neuronales, mettaient en mouvement les individus. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un rat, on l'a scalpé, on lui a branché une électrode dans le système amygdalien, ce qui nous permet, avec une télécommande à distance, de pouvoir produire à volonté de la noradrénaline et du cortisol. Et on a branché une autre électrode dans le noyau cubain, qui, pareil, avec une télécommande, nous permet de pouvoir produire à volonté de la dopamine dans le cerveau de notre rat. On repose notre rat sur un plateau, avec ces deux électrodes, on met des plots, on fait une grosse bande orange qui serpente, qui slalome entre les plots, ensuite il y a un escalier, une roue, etc. Et nous, avec notre radio télécommande. Et on définit une règle. Nous, le but du jeu, c'est que le rat il marche correctement sur la bande orange sans qu'il cherche à en sortir, ni faire marche arrière, ni s'arrêter. Ce qui fait que s'il en sort, s'il fait marche arrière ou s'il s'arrête, bra, noradrénaline, circuit aversif. Si en revanche il marche correctement comme on l'attend, toutes les 5 secondes, on le shoot en dopamine. Il nous faudra à peu près entre 30 et 40 secondes, ça dépend des rats, pour réussir à conditionner le fait qu'il marche parfaitement comme on l'attend sur la bande orange. Comme on est sadique, au bout d'un moment, on décide de changer la règle. On veut qu'il reste parfaitement immobile. Donc du moment qu'il bouge, bra, noradrénaline. Par contre, quand il est mobile, toutes les 5 secondes, on le shoot en dopamine. Il nous faudra à peu près une dizaine de secondes pour faire en sorte que le rat ne bouge plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, on en vient à pouvoir radio-télécommander un animal. Ça fait flipper, hein? Est-ce que techniquement, on saurait le faire sur l'être humain? Est-ce que ça marcherait sur l'être humain? Oui, et relativement facilement. Fort heureusement pour nous, on a des lois de bioéthique qui nous l'interdisent. Protégeons nos lois de bioéthique. Commence à arriver avec des moyens techno qui font flipper. Ok. Maintenant, on s'est posé une autre question derrière ça. Parce que des stratégies dopaminergiques, là, qui permettent de produire de la dopamine, de déclencher la libération de dopamine, il en existe des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Comment le cerveau fait pour choisir entre deux stratégies dopaminergiques? Eh bien, pour répondre à cette question, on a pris un autre rat, scalpé, on lui a branché une électrode dans le noyau cubain, et cette fois-ci, cette électrode est reliée à une pédale que le rat peut lui-même activer depuis sa cage, ce qu'on appelle de l'autostimulation cérébrale. On remet le rat dans la cage, le rat est un animal intelligent qui explore son environnement et repère assez vite la modification de l'environnement. Il vient explorer un peu cette pédale, et un peu par hasard, en essayant de comprendre ce que c'est, avec sa patte, il appuie sur la pédale. Et là, boum, libération de dopamine dans le cerveau. Pour comprendre cette expérience, il faut comprendre ce que vit le rat à chaque fois qu'il appuie sur la pédale. Et pour comprendre ce que vit le rat, je vous rappelle que le noyau cubain est le centre du plaisir, en plein cœur de notre cerveau. Et donc, nous, on vient stimuler artificiellement, électriquement, en plein cœur du centre du plaisir. Ce qui fait que quand le rat il appuie sur la pédale, il se prend un kiff
stratosphérique. Un truc qui est difficilement imaginable. C'est à peu près, c'est de vous rappeler le plus gros orgasme que vous avez vécu dans votre vie, vous le multipliez par 20. C'est à peu près ce que vit le rat à chaque fois qu'il est sur la pédale. Donc, ce bonheur, quoi, ce bonheur absolu. Le rat, il appuie donc une première fois, pouf, feu d'artifice dans la tête. Je dis, mais c'est génial ce truc. Du coup, il reteste pour vérifier s'il y a bien une cause conséquence à répétition. Il rappuie une deuxième fois, boum, deuxième feu d'artifice. Il dit, ouais, j'adore. Et il appuie une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et en fait, notre rat, il se fait une après-midi de délire absolu, puisqu'il en vient à appuyer entre 300 et 500 fois par heure sur la pédale. Je vous laisse imaginer le délire que se fait notre rat. C'est the kiff. Sauf que, au bout de quelques heures, bah, ça fatigue quand même tout ça, toutes ces émotions-là. Et puis il commence à avoir faim, à avoir soif. Et il se trouve que dans la cage, il y a bien de l'eau et de la nourriture. Or, normalement, plus il y a une tension physiologique forte, plus l'eau et la nourriture deviennent dopaminergiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il regarde la pédale, son cerveau évalue la potentialité de libération de dopamine liée à la pédale, il regarde l'eau, il regarde la nourriture, il évalue la potentialité de libération de dopamine par l'eau ou par la nourriture, et clairement, ça restera toujours inférieur à la pédale. La pédale sera toujours plus dopaminergique. Bilan que fait notre rat, et dit, allez, un dernier petit coup de pédale pour la route. Et rappuie encore une fois, décidé cette fois après d'aller manger. Sauf qu'avant d'aller manger, son cerveau réévalue l'eau et la nourriture inférieure à la pédale. Bon, encore un petit dernier. Et en fait, il lâchera jamais la pédale. Il se laissera mourir d'épuisement. Et donc là, il y a fort à parier que la nature a dû se dire un truc du genre, oui, 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 oui. Si je laisse les choses comme ça en l'état, tu vas voir que ces couillons d'êtres humains, ils vont nous trouver the stratégie dopaminergique. Ils ne vont faire plus que ça, et on est tous foutus. Comme je vous l'ai dit, la nature a un génie assez incroyable, mais une grande perversité. Ce qui fait qu'au lieu de nous rendre accros exclusivement à la dopamine, elle nous a rendus accros à la dopamine, mais également à l'ocytocine, à la sérotonine et aux endorphines. Ce qui fait que quand on arrive à une satisfaction addictive à la dopamine, ben on a nos addictions d'ocytocine, sérotonine et endorphine qui créent des états de tension qui nous poussent à lâcher notre stratégie dopaminergique pour aller chercher des shoots d'ocytocine, sérotonine et d'endorphine. Quand on arrive à la satisfaction d'ocytocine, les états de tension des autres sont remontés, l'ocytocine est satisfait, je lâche l'ocytocine pour aller satisfaire la sérotonine. La sérotonine est satisfaite, en attendant, la dopamine s'est cassée la figure, l'ocytocine aussi, je vais essayer d'aller satisfaire les endorphines ou la dopamine, etc., etc., etc. Et bien évidemment, les conditions de déclenchement de la dopamine, de l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines sont différentes. Conditions différentes qui m'obligent à traverser plusieurs natures d'environnement qui maximisent à la fois mes chances de survie, mais d'accès à l'énergie et de reproduction. Yes, Delphine? Est-ce qu'on a tous les mêmes besoins? Parce que tu dis, quand par exemple la dopamine est satisfaite, on passe à l'ocytocine, etc., etc. On a l'air de dire que les jeunes sont plutôt shootés à la dopamine plutôt qu'à autre chose. Euh, C'est des gros raccourcis, ça. Ça, oui, c'est des bah, gros, c'est gros pour ça raccourcis que je qu'on te trouve pose, dans c'est les, pour dans ça que les je te pose presse, c'est la ça. question. Alors, Mais souvent, on a du mal à les retirer de TikTok qui envoient des gros shoots de dopamine, par exemple. entre autres. On verra les conditions de déclenchement, mais entre autres. Il y a eu toute une série. Alors, moi, j'étais super content quand j'ai vu, je sais plus, si c'était M6 ou Arte, qui avait fait une série qui s'appelait Dopamine. Je me suis dit, youhou! Et en fait, non, c'est truffé de raccourcis et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faux dedans, malheureusement, par raccourcis. Euh, Est-ce qu'on a tous la même sensibilité? Non. On a tous des niveaux de sensibilité qui vont être différents et qui bougent en permanence dans notre vie. Il y a des moments, le carré de chocolat, vous n'arrivez pas à y résister. Pourquoi? Parce qu'il est hyper dopaminergique. Et parce qu'à ce moment-là, vous êtes en hypertension dopaminergique. Et à d'autres moments, le carré de chocolat, on s'en fout complet. Euh, Pourquoi? Parce que nos tensions dopaminergiques sont plus basses. Donc, on a des fluctuations permanentes par rapport à ça. Mais on va y revenir sur ces mécanismes-là. Retenez là surtout que tout ce qu'on fait dans la vie, tout sans aucune exception, sont des stratégies de production de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine ou d'endorphine. Éventuellement des stratégies d'évitement aversif pour éviter de se prendre des shoots de noradrénaline ou cortisol. Mais en réalité, quand vous trouvez une stratégie d'évitement aversif, elle devient dopaminergique à hauteur de l'aversion évitée.
Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est tous des drogués. Tous, autant qu'on est. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que généralement, quand on parle d'addiction, lorsqu'on le lit dans le grand public, en fait, on voit l'addiction par l'addictologie. Et plus précisément, par l'étude des cas cliniques des pathologies addictives, donc des dysfonctionnements. En réalité, ces états de tension sont à l'origine même du mouvement. Or, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, ces mécanismes addictifs sont fondamentaux, absolument fondamentaux. C'est l'origine même de la vie. Pour nous, en tant qu'organisme vivant, puisque c'est notre stratégie d'adaptation, de mise en mouvement pour s'adapter. Ok. Et je le répète, tout ce que nous faisons dans la vie, tout sans aucune exception, sont des stratégies pour prendre notre dose. On est tous des drogués, on a besoin de notre dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. On va essayer de vous en rappeler. Ok. La conséquence de la libération de dopamine dans notre organisme va vous procurer, ce que je vous disais tout à l'heure, de la satisfaction, du plaisir, de la joie. L'ocytocine, en fonction de son intensité, ça va vous produire de la sympathie, de la tendresse, voire de l'amour. L'amour parental, c'est un énorme shoot d'ocytocine, avant toute chose, mais énorme. Ok. La sérotonine, la fierté. Moi, c'est pas moi. C'est qui le patron? L'ego, dans toute sa puissance. Et la nécessité d'être. Si jamais le taux de sérotonine plonge trop bas, qu'on reste en tension à la sérotonine sans réussir à satisfaire cette addiction, eh bien, rapidement, on va glisser en dépression. C'est pour ça que les antidépresseurs, beaucoup d'antidépresseurs, sont des sérotoninergiques, soit en stimulant la libération de sérotonine, soit en facilitant sa réception, soit en déconnectant le circuit de récupération. On ne va pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais ça évite de déclencher trop d'addiction à ça. Du coup, Ouais. les gens qui sont en sur-égo et qui, du coup, c'est souvent en sous-égo aussi, ils n'ont pas de sérotonine. Exactement. T'es pas tombé dans le piège. La sérotonine, ça marche comme celui qui dit j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Le mec qui se revendique en permanence. Alors, c'est qui le plus fort? C'est qui le plus beau? C'est moi qui l'ai fait, c'est machin, etc. En fait, ils sont juste en train de dire j'ai soif. Celui qui dit j'ai soif, c'est pas celui qui a le plus d'eau. Pareil, celui qui a besoin de se sur-revendiquer, parce qu'on verra après les conditions de production de sérotonine, celui qui a besoin de se sur-revendiquer, de montrer tout le temps qu'il est le plus fort, le plus beau, le ceci, le machin, etc. C'est pas celui qui a le plus de sérotonine, donc d'estime de lui-même. Ok. C'est celui qui a besoin justement de sérotonine. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Ok. Donc, la sérotonine, ça va jusqu'à créer, enfin, si on ne produit pas suffisamment, c'est la sérotonine qui crée la nécessité d'être. Si le taux de sérotonine chute encore drastiquement, l'individu peut aller jusqu'à perdre la nécessité d'être. Et là, ça devient chaud. Parce que c'est un passage à l'acte qui ne nécessite pas de courage, puisqu'il a perdu la nécessité d'être. D'ailleurs, généralement, juste avant, il y a une espèce de sentiment d'apaisement très fort. Parce qu'en fait, la sérotonine est tellement basse qu'il a perdu cette nécessité-là, et donc finalement, le passage à l'acte est entre guillemets facilité. Ok. Et enfin, les endorphines. Les endorphines, c'est la sensation de détente, d'apaisement. Ceux qui font de la course à pied hein, ou des sports d'endurance, après une bonne douche, là, quand on rentre une grosse session, on a pris une bonne douche, on se pose dans le canapé, on a l'impression d'être dans un état de coton. Là. Ils sont tellement bien à ce moment-là. C'est la libération des endorphines. C'est aussi la sensation qu'on peut avoir dans la contemplation du beau, un coucher de soleil. On fait waouh, t'as vu ce paysage? D'un seul coup, on a l'impression que le temps s'arrête, là, on se sent super bien. C'est la libération des endorphines qui est derrière. Ensuite, il y a des émotions subtiles qui vont être des cocktails à la fois de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine. Et en fonction de ces cocktails-là, ça ne va pas produire les mêmes ressentis physiologiques, donc pas les mêmes états de tension, et donc une conscientisation qui sera différente. Comme on met beaucoup de choses derrière le verbe aimer. On utilise le même mot pour dire j'aime ma femme ou j'aime mon mari que j'aime le sel. Bizarre, hein. Pourtant, on sent bien qu'il y a une petite nuance normalement entre les deux. Enfin, normalement, on est censé avoir une variante entre les deux. Ok? Ou j'aime mes enfants, ou j'aime faire telle activité. Le verbe aimer, en fait, c'est plein de composantes
de recettes différentes du cocktail dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, dans des dosages différents. Vous avez l'amour béat. Ah, elle est jolie. Et bien là, c'est un énorme shoot d'ocytocine et d'endorphine. Par contre, vous avez l'amour éros. Ah, toi, mon toi. Sérotonine, dopamine, plein gaz. L'amour parental, énormément d'ocytocine. Énormément. Sur fond de sérotonine. Donc, en fonction des compositions, eh bien, on ne va pas produire les mêmes états de tension, on ne va pas produire les mêmes ressentis physiologiques, et donc on va conscientiser des émotions qui sont différentes. Et si vous vous demandez si on est biochimique à ce point-là, oui, clairement. Par exemple, on a un médicament en milieu hospitalier qui est pour l'épilepsie, qui fonctionne très très bien sur les crises graves d'épilepsie. Par contre, la conséquence, ça va être des modifications. Enfin, en l'occurrence, c'est un énorme shoot de sérotonine et de dopamine, donc un amour éros très puissant. Du coup, quand on administre ce médicament-là, on est obligé de sangler la personne et de la mettre face à un mur. Et que le personnel soignant qui fait l'injection ne soit pas dans le champ de vision de la personne, faute de quoi cette émotion va être projetée sur le soignant, avec un amour éros terrible, hein, une passion dévorante, une espèce de montée de désir sexuel dingue. Ça dure 20 minutes, il faut attendre que ça s'apaise, et une fois que ça s'est apaisé, on peut reprendre la projection et donc le travail au patient. Ok, donc on est biochimique, énormément biochimique. Si jamais vous en doutez, descendez là pendant la pause une demi-bouteille de whisky, et vous allez voir que vous allez avoir une modification des états de tension. C'est que de la biochimie derrière ça. En fait, ça veut dire que ton cerveau envoie des informations et que ton corps les manifeste. Oui, c'est ça. En fait, ton cerveau va libérer différents neurotransmetteurs, hormones ou neurohormones, qui vont diffuser dans le corps. Et dans la diffusion au niveau du corps, ça va créer des ressentis physiologiques qu'on va conscientiser. D'accord, donc ça veut dire que quand tu te retrouves dans des états physiques, euh, en fait, c'est le signal de ton cerveau. Exactement. Exactement. Mais ton cerveau a libéré ces signaux-là en collectant aussi des informations du corps. On ne peut pas déconnecter le cerveau du corps. Le dernier qui avait essayé, c'était Louis XVI. Il nous a dit faut pas. Enfin, il aurait voulu nous dire faut pas, puisqu'il a fini guillotiné. Donc, ça fonctionne en boucle de rétroaction. On a ce qu'on Ouais, appelle des c'est boucles de une sorte rétrocontrôle. de communication entre eux, quoi. Exactement, en permanence. OK? Ça va pour tout le monde jusque-là? Ouais? OK. Avant la pause, je veux revenir sur un point. Vous avez ici, je ne vous l'avais pas signalé tout à l'heure, le renforcement négatif et ici le renforcement positif. Tout ce que l'on fait dans la vie, tout sans aucune exception, sont des stratégies de satisfaction addictive ou d'évitement aversif. C'est ce qui est à l'origine de nos états de tension qui créent le mouvement. Donc notre cerveau recherche ces stratégies de satisfaction et va tout faire pour éviter l'activation des circuits aversifs. Bilan, lorsqu'on a un fort taux de production, un contexte nous a amené à produire un pic de noradrénaline, cortisol, ou alors un pic au niveau de la dose, alors le cerveau va mémoriser toutes les données contextuelles dans lesquelles on a pris ce pic pour faire en sorte qu'à l'avenir, lorsque un de ces éléments-là apparaisse, on puisse le détecter très vite. Et surtout, il va bien le conserver en mémoire. Je pense que la très grande majorité d'entre nous, on se rappelle où on était quand on a appris l'attaque du World Trade Center. Pas tous? Certains, oui, d'autres, non. Voilà. Et en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que le pic de nos raccords associés va faire que le cerveau va consolider l'information. Ça peut aussi marcher sur la mort de Lady Di. Je me suis aperçu en conférence qu'il y en avait beaucoup, en grande majorité, qui arrivent à se rappeler où est-ce qu'ils étaient quand ils ont appris la mort de Lady Di. Des générations, les millennials arrivent à se rappeler à peu près la mort de Michael Jackson, où ils étaient. Ça, c'est un classique. Euh, donc il y a des moments comme ça qui peuvent être vraiment, vraiment marquants. Ça va dépendre en fait des sensibilités addictives de chacun et donc des pics qu'il y a pu y avoir. Ça Ouais, va créer des empreintes mnésiques. alors, moi, j'ai pas du tout d'addiction pour ça, hein, parce que je me Ça va. pas. Ouais, ça n'a pas Aucun. marqué. Ça n'a Non, pas ça créé m'a les pas marqué. renforcements. Ouais. Est-ce que tu te rappelles le jour où tu as reçu ton diplôme? Si Bah, diplômé ça tu dépend es. lequel. Ouais, voilà. Bah, sur un de tes diplômes, normalement, sur celui, il y en a souvent un qui nous marque dans le lot, et on se rappelle du moment où on était, où on constate qu'effectivement, on est bel et bien diplômé et que c'est acté, en fait. Ça a créé un moment.
Ouais. qu'on va avoir en renforcement positif. Donc ça marche sur les renforcements positifs, ça marche sur les renforcements négatifs. Certains disent qu'on se souvient très bien de la date de son mariage et de la date de son divorce. Les deux étant des renforcements positifs. Je déconne. Si, Ça, c'est ça le vécu peut. de chacun. C'est le Si ma vécu, femme ouais, entendait exactement. ça, je serais mal. Donc, gardez bien ça en tête, parce que dans les applications que vous voulez, par exemple, quand on va parler d'un choc post-traumatique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un choc traumatique, on va avoir un pic de nos raccords qui va être énorme. Ce qui fait que ensuite, lorsque ça va être porté à notre attention, même quand on va sortir du contexte, je vous rappelle que l'attention est en compétition permanente entre l'imagerie mentale et les flux de la perception. Dans l'imagerie mentale, en fait, le choc traumatique va tourner dans l'imagerie mentale. Et comme l'intensité de noradrénaline est extrêmement puissante, elle va prendre le dessus sur toute autre représentation ou tous les flux perçus. Et parfois, il suffit juste dans le flux perçu d'avoir un tout petit élément du choc traumatique pour faire en sorte qu'il remporte l'attention. Et là, ça reboucle. Et on n'arrive pas à sortir de l'imagerie mentale à cause du pic de nos raccords. Pour réussir à sortir un individu d'un choc post-traumatique et la conséquence handicapante du choc post-traumatique, il faut reprogrammer les mémoires perceptives pour faire en sorte que lorsqu'on reconvoque le souvenir, la noradrénaline baisse en intensité. Quand elle est suffisamment basse en intensité et qu'elle s'est bien régulée, harmonisée avec les autres représentations, à ce moment-là, elle ne s'imposera plus à la conscience. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Donc, on voit les états de tension aversifs, on voit les états de tension addictifs, et ces états de tension sont à l'origine de tous les comportements humains sans exception. Comprenant maintenant cette dynamique des états de tension, eh bien, on va venir étudier petit à petit quelles sont les conditions des états de tension et comment et pourquoi est-ce qu'on va parler d'une inéquation, ce qui va déterminer l'intention comportementale et le degré de motivation à s'engager, soit pour éviter la situation aversive, soit pour prendre notre dose. Ok. Allez, on se fait 5 minutes de pause, je vous laisse digérer ça et on avance un peu, et on avance après ensemble. Ok? À tout de suite.
Je vais ramener ma tasse.
Et on a Delphine, Delph, pardon, qui est revenu parmi nous. Pratique d'avoir fait cette dichotomie comme ça. Véronique, qui a réussi à changer le nom. Rachel, Eric, Vincent, Delphine, Clara, Franck, également avec nous. Sandrine, Eric Suret. Yes, Sandrine, également avec nous. On va se lancer, ça va faire revenir Eric. Et ben voilà, le voilà, il est là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Non? Ça va? Ça se digère? Good. Donc, je ne vous le répéterai jamais assez, nous ne sommes pas des acteurs de raison, nous sommes des acteurs de tension. Le premier temps décisionnel est conditionné par les tensions de satisfaction addictive ou aversive qui vont nous mettre en mouvement en tant qu'organisme vivant, qu'ensuite nous allons rationaliser pour leur donner une cohérence. Typiquement, de façon innée, on est tous censés adorer les petits chatons. Oh, il est trop mignon, avec ses petites papates, ses petites moustaches, etc. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les chatons. Le truc, c'est que c'est de l'inné, c'est pas de l'acquis. Donc, il y a fort à parier que dans l'expérience de vie de la personne, on peut imaginer qu'en mode nourrisson, à quatre pattes, oh, petit chaton, il est trop mignon, petit chaton, on marchait à quatre pattes, on va faire une caresse au chat, sauf qu'on lui attrape la queue. Le chat, il était pas content. Miaou. Il a sorti les griffes, il a soufflé. Ouah, ça a fait un pic de noradrénaline. Et le chaton, qui jusqu'à maintenant, de façon innée, était oxytocinergique, a été rattaché à un pic de noracorte. Ah, quand je vois un chaton, j'aime pas les chatons. Et je vais le rationaliser en disant, ouais, les chatons, ça fout des poils partout, ça défonce le canapé, ça pisse partout, ça bouffe les fils électriques, ça miaule au milieu de la nuit. Quand on veut partir en voyage, c'est emmerdant, blablabla, 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 blablabla. Tout le discours de rationalisation derrière la stimulation aversive que produit la perception d'un chaton. Ok. La rationalisation n'est que l'illusion du réel que l'on se crée pour se donner une raison à nos états de tension. Yes, Eric? Je voudrais revenir sur un terme. Je voudrais que tu me le précises quand tu parles de tension. Oui. Et dans ton esprit, ça fait référence à quoi? Une force qui te pousse à agir. D'accord. Ok. Ok. C'est ça qu'on va appeler là un état de tension. D'accord. Pas d'état de tension, pas de mouvement. Ok. Ça va pour tout le monde? Continue à dérouler. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure si on était tous sensibles de la même manière. Eh bien non. On ne l'est pas. On ne l'est pas à cause des états d'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état d'homéostasie? En tant qu'organisme vivant, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un déséquilibre. S'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de mouvement. C'est pourquoi je vous souhaite le plus tard possible d'être des êtres équilibrés. Parce que le seul et unique vrai état d'équilibre, c'est l'état létal. Donc, je ne vous souhaite pas d'être parfaitement équilibré. En revanche, je vous souhaite de continuer à évoluer dans ce qu'on appelle un équilibre instable. Un équilibre instable, c'est la même chose que lorsque vous marchez. À chaque fois que vous allez vous mettre à marcher, en fait, vous vous mettez en état de déséquilibre que vous allez pouvoir rétablir en retrouvant un nouvel état d'équilibre qui va basculer vers un autre état de déséquilibre, etc. Et ce qui va permettre de pouvoir se mettre en avant et donc de cheminer. Eh bien, en tant qu'organisme vivant, tout ce qui est à l'équilibre sur Terre est inerte et donc mort. Vous n'avez rien de vivant qui soit en état d'équilibre. Eh bien, nous, c'est la même chose. En tant qu'organisme vivant, on est en permanence dans ce qu'on appelle un équilibre instable. L'équilibre instable va être piloté par nos états d'homéostasie. Et ces états d'homéostasie, ce sont des fluctuations entre des seuils. Le seuil basal, qui est le plus bas, et le seuil réactif. Tant qu'on fluctue entre ces deux seuils, comme la température corporelle, par exemple, si jamais vous avez froid, vous allez choper à un moment donné, par exemple, en premier réflexe, la chair de poule. Puis ensuite, vous allez développer le tremblement. C'est que votre température corporelle est en dessous du seuil basal qui nécessite une réaction adaptative pour essayer de réchauffer le corps et de le ramener à son état d'équilibre, donc dans son état d'homéostasie. Si à l'inverse, vous passez le seuil réactif, c'est que la température corporelle est en train de trop monter, vous allez développer de la microsudation, voire de la sudation. Le but du jeu étant de rafraîchir le corps pour revenir dans son état d'homéostasie de température corporelle. Ok. Eh bien là, c'est la même chose. Il se passe la même chose pour nous sur les états de tension addictifs ou aversifs.
L'état de tension addictif, par exemple, si on prend la dopamine, ici, tout va bien. Je suis dans mon seuil d'homéostasie, puis j'arrive à trouver une microproduction. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de microproduction, hein. Vous décidez de vous gratter la tête comme vient de le faire Derek, il vient de se gratter la tête, il a réussi son objectif, il a eu un micro-shoot de dopamine et en réalité surtout d'ocytocine. C'est ce qu'on appelle les gestes d'autocontact. Au même titre que Clara, Sandrine, Vincent, Delph. Qui dit effort cognitif dit noradrénaline. Pour calmer la noradrénaline, on fait des micro-shoots d'ocytocine. C'est pour ça qu'on a ces gestes d'autocontact. Donc, si je reviens à ma dopamine, on a trouvé une micro-stratégie qui nous a à peine permis de passer le seuil réactif, et puis ça s'évapore aussi vite. Et puis on trouve là, cette fois-ci, une grosse stratégie, comme par exemple manger un carré de chocolat, boire une tasse de café, j'ai cru voir passer une tasse de café ou de tisane ou quelque chose comme ça, qui va, hop, faire passer les seuils réactifs, et là, on a une vraie sensation de plaisir au moment où on le consomme. Je dis cool! Et puis, ce shoot de dopamine passe, et il va falloir qu'on retrouve d'autres stratégies. Hop, je réduis juste vos photos. Et puis, bah, la prochaine stratégie, elle est pas mal, mais c'est pas non plus le kiff. Et puis là, on n'en a plus. Ah, on passe en dessous du seuil de manque. Là, on va rentrer en recherche active de dopamine, clairement. C'est ce fameux. Là, si à ce moment-là, quand vous êtes là, vous passez à côté du carré de chocolat, peu probable que vous arriviez à résister. Alors que si vous étiez là, il n'y avait pas de problème. Ici, là, on a besoin de dopamine. Le carré de chocolat nous fournit de la dopamine, ça sera difficile d'y résister. Si c'est vos stratégies dopaminergiques, on y reviendra. Et puis, ça nous ramène dans un état, etc. OK? Ça, c'est les seuils d'homéostasie. Mais attention, il y a une subtilité là-dedans. C'est que, j'essaie de dégager vos photos, enfin vos visios, là, voilà, sur le côté. À chaque fois que je vais passer le seuil réactif, à chaque fois, mon seuil d'habituation va légèrement se rehausser et mon seuil de manque va légèrement se rehausser. Ce qui veut dire que la prochaine fois, pour être dans l'état d'homéostasie, dans le taux de concentration de dopamine, eh ben, il m'en faudra un peu plus. Comme je vais repasser le seuil réactif, le seuil d'habituation va se rehausser, le seuil de manque va se rehausser également. Donc la fois prochaine, il m'en faudra encore un peu plus. Et encore un peu plus. D'où l'expression, plus on en a, plus on en veut. À l'inverse, quand je vais passer du temps en dessous du seuil de manque, eh bien à ce moment-là, le seuil de manque va diminuer, le seuil d'habituation va également diminuer. Et plus je vais passer du temps en dessous du seuil de manque, plus mon seuil de manque va diminuer, mon seuil d'habituation va diminuer. Ce qui veut dire que la prochaine fois, pour arriver à un état d'homéostasie ou maintenir mon état d'homéostasie, j'ai besoin de moins. Et ces seuils-là d'homéostasie fluctuent en permanence, tout le temps. Ce qui veut dire qu'on va avoir des sensibilités différentes, c'est-à-dire des niveaux d'homéostasie différents, jour après jour. Ça va pour tout le monde, cette logique-là? Ouais, c'est la mécanique addictive dans toute sa puissance. Ce que je vous raconte là, ça date pas d'hier, hein. Ça date pas d'hier, puisque déjà Platon, encore une fois lui, qui encore une fois avait séché les cours de BMO, du coup n'a pas eu d'autre choix que de créer le mythe d'Androgyne pour nous parler de ces états de tension. Comment il nous l'expliquait à l'époque? Le mythe d'Androgyne disait la chose suivante, que d'abord, les dieux ont créé les hommes complets par nature. Le problème, c'est qu'en étant complets par nature, les hommes se sont sentis tout puissants. Et tellement puissants qu'ils sont allés défier les dieux. Autant vous dire que les dieux, ils étaient vénères, hein, ça leur a pas plu. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les hommes pour punir, qu'est-ce qu'ont fait les dieux pour punir les hommes? Eh bien, ils les ont tranchés d'un coup sec dans la verticalité, les divisant en deux parts. Et en mélangeant ces deux parts dans le monde. Ce qui fait que ça a amené les hommes à se sentir dans un état d'incomplétude et à devoir se mettre en mouvement pour essayer de retrouver cette part manquante, pour essayer de retrouver cette complétude perdue. C'est comme ça qu'à l'époque, Platon expliquait pourquoi et comment on se mettait en mouvement pour agir. C'est de retrouver cette part perdue. Ça a quand même 2500 ans. Ça fou. Avoir conscience à ce point des états de tension, il y a 2500 ans. Plus tard, Lacan. Est-ce qu'il y en a certains qui ont réussi à s'avaler les entretiens de Lacan? Donc, quand on pose la question, généralement, c'est comme des marathoniens, hein, c'est histoire de se reconnaître entre nous. Parce que pour vous donner une idée un petit peu de ce que peuvent être les entretiens de Lacan, c'est chiant, mais c'est chiant. C'est d'une lenteur monstre. À titre d'exemple, L'inspecteur d'Eric, c'est un film d'action à côté. Ok, c'est juste pour vous situer le niveau, à peu près. C'est- Le contenu est fantastique, mais alors, waouh, faut vraiment se les avaler. Et dans les entretiens de Lacan, à un moment donné, il nous parle de ce qu'il appelle l'incomplétude de l'être.
Et que c'est pareil, c'est cette incomplétude de l'être qui nous pousse à se mettre en mouvement pour retrouver ou essayer de se saisir de l'objet petit a. L'objet petit a, c'est ce que l'on projette comme pouvant nous ramener à un instant à l'état de complétude. L'objet petit a, ça peut être une personne, une expérience, un environnement, après tout ce qu'on veut. Mais qu'à la seconde où on s'en saisit, c'est comme essayer de saisir de l'eau ou du vent. Ah, ça nous échappe de suite et nous replonge dans une incomplétude qui nous oblige à reprojeter un objet petit a. Et c'est cet état d'incomplétude permanent avec l'espoir d'un instant de complétude qui crée l'état de tension qui nous oblige à évoluer et donc à être en mouvement. Ok. Ces tentatives de modélisation, aujourd'hui en neurosciences, on les comprend par la schématisation que je vous ai donnée sur nos états addictifs qui, du coup, à la seconde où je vais avoir une production de dopamine, oui, je vais avoir une satisfaction addictive à un instant, avoir la sensation à un moment de complétude, mais ça fonctionne comme une dilution. Vous prenez une goutte d'eau, vous balancez dans un verre d'eau, un colorant alimentaire en goutte que vous balancez dans un verre d'eau, ça va se diluer. Ok. Et donc, ça ne va pas tenir, et donc replonger cet état d'incomplétude. Vous comprenez la dynamique qui est derrière de mise en mouvement? C'est hyper important de comprendre ces mécanismes de tension et d'addiction, sinon on ne comprend pas la mise en mouvement de l'humain. C'est good pour tout le monde? Pas de questions? Ok. Alors attention, on rentre dans la partie touchy. Là, j'ai oublié cette slide. C'est quoi ça déjà? Ah oui, la valeur de toute chose dépend de sa potentialité de satisfaction addictive ou de sa potentialité aversive. Justement, en fait, ça a été la question qui a résolu mes travaux il y a 20 ans sans qu'on s'y attende, parce que ce n'était pas mon objectif. Mais on a enfin pu définir ce qui détermine la valeur de toute chose. Ça fait des siècles qu'on se fera casser les dents sur qu'est-ce que la valeur d'une chose. Rareté, valeur d'usage, coût de production plus taux de marge, diraient les industriels. Ne sachant pas comment la définir, Adam Smith avait trouvé une solution, la loi de l'offre et de la demande sur un marché qui détermine une moyenne. Mais Adam Smith, dans son texte fondateur, avait déjà mis en garde en disant que les émotions jouaient un rôle dedans, sans pouvoir les définir. On est en 1700 à des brouettes, hein. Les émotions, on l'a compris, c'est la conséquence de la production de noradrénaline, cortisol ou de la dose. Donc il avait déjà senti qu'il y avait quelque chose qui jouait là-dedans quand il avait créé sa fameuse main invisible, il y a 3 siècles. Eh bien, en réalité, et c'est pourquoi nous n'affectons pas tous la même valeur à toute chose, ou que nous-mêmes, on ne va pas affecter la même valeur à une chose en fonction du moment de la journée ou de nos périodes de vie, c'est que la valeur de toute chose dépend de sa potentialité à satisfaire nos addictions. La valeur d'une chose, c'est sa potentialité de satisfaction addictive. C'est ça la valeur perçue. Maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez aller voir n'importe quel marketeur à qui vous demandez c'est quoi ton job, c'est créer de la perception de valeur. Ok, c'est quoi la perception de valeur? Et là, généralement, ils sortent les rames. La promesse, l'expérience, le désir d'engagement. Oui, mais c'est quoi? Et ils n'ont pas la réponse derrière. Maintenant, vous l'avez. Maintenant, c'est quoi le but d'une entreprise? Créer de la valeur. Alors, comment une entreprise crée de la valeur? En monétisant la valeur perçue. Le client perçoit une certaine valeur à un produit et à un service, et en fonction de cette valeur-là, il va être prêt à engager, à l'échanger contre une somme monétaire. C'est ce qu'on appelle la monétisation de la valeur perçue. Donc, si une entreprise veut créer de la valeur, donc générer du profit, eh bien, elle doit être capable de pouvoir produire des produits ou des services qui répondent à la potentialité de satisfaction addictive de ses prospects. Je vous laisse digérer cette info. Ça va pour tout le monde, cette logique? Donc, une fois qu'on arrive à comprendre comment fonctionne et quelles sont les conditions de déclenchement des potentialités de satisfaction addictive, eh bien, on va créer des produits et des services qui répondent aux conditions de déclenchement de satisfaction addictive du marché cible. Comme on n'a pas tous les mêmes, c'est super important de faire une segmentation de marché précise. Parce que sinon, un produit ou un service ne répondra pas. Si par exemple, je me lançais dans les œuvres d'art
dans l'art, par exemple. Certaines cibles de marché seront prêts à payer des millions pour afficher un tableau chez eux. D'autres, il faudrait qu'on les paye pour afficher cette route. Pourquoi? Parce que la potentialité de satisfaction addictive de ce tableau ne répond pas aux mêmes stratégies d'un individu ou d'un autre. D'où le à qui tu t'adresses et non pas ce que tu vends. Exactement. À qui tu t'adresses? Tout l'enjeu du à qui tu t'adresses n'est pas une segmentation de marché par un âge, une catégorie socio-professionnelle, un secteur ou un secteur géographique, mais par rapport à une sensibilité addictive. Et donc ton produit, ton expérience, ton service doit répondre à une sensibilité addictive dans la stratégie du marché cible. Parce que par exemple, prenons le cas ultra hypothétique qu'on ait tous le même niveau de sensibilité à la dopamine. Et ben, dans les conditions de satisfaction dopaminergique, on va retrouver plein de stratégies différentes. Par exemple, Delph, le samedi soir, elle ne tourne qu'à la cocaïne, alors qu'Eric, lui, ne jurera que par le LSD. Véronique, tu lui enlèves son 3 feuilles, elle pète les plombs. Rachel, ça va être technotrans en boîte de nuit. Vincent, il va ne jurer que par le Jack Daniels, etc. Tout ça sont des stratégies de libération de dopamine. Mais pour arriver à la même satisfaction, c'est juste que les stratégies de satisfaction ne seront pas les mêmes. Pas prendre les mêmes stratégies pour prendre nos shoots de dopamine. Ok. Non, mes exemples étaient faux, hein. On sait que tous les 6, ils tournent au crack, hein. Donc, ok. Donc, vous voyez la différence, c'est-à-dire que déjà, il va y avoir des fluctuations dans les états de tension à cause des régulations d'état d'homéostasie, mais en plus, on n'utilise pas tous les mêmes stratégies. En revanche, ça sera les mêmes conditions de déclenchement. On a tous les mêmes conditions de déclenchement, mais avec des stratégies différentes et des sensibilités différentes. Ces conditions de déclenchement, on les retrouve dans l'espèce humaine, mais on les retrouve également chez les chiens, chez les chats, chez les dauphins, chez une tonne de mammifères, pour faire simple. C'est juste que les stratégies diffèrent, mais les conditions de déclenchement sont les mêmes. Ça va pour tout le monde? Ouais? Eric? Les deux Eric? Parce qu'en plus, c'est bien, vous êtes côte à côte sur mon écran. Ouais? Oui, la seule question que je me pose, c'est, enfin, je comprends bien que ce soit dans les deux cas addictif, puisque ça repose sur des mécanismes que tu nous as expliqués d'addiction. Après, pourquoi est-ce que c'est pas simplement la potentialité d'accroissement de la satisfaction ou la potentialité de réduction de l'insatisfaction, de la frustration, qui les deux étant, enfin, par nature, addictives, mais Addictive. c'est plus, elles sont toutes les deux addictives, donc pourquoi est-ce que c'est pas juste la valeur de toute chose dépend du potentiel d'accroissement de la satisfaction Parce ou qu'elle de n'est pas infinie. réduction? Elle n'est pas infinie, en fait. Si par exemple, là, je te demande de boire là maintenant cul sec 1,5 litre d'eau, je te laisse juste reprendre ton souffle, et 2 minutes après, je te demande de boire 1 litre d'eau. Oui, Tu vas bien dire, sûr, mais ah, ça stop. c'est, ouais. Parce qu'en fait, il ne peut plus y avoir d'accroissement. Oui, Parce mais qu'il n'y comme a tu plus l'as la sensation. expliqué, Il n'y a plus la oui. tension à la soif. Oui, mais c'est pour ça que tu mets potentialité, parce que le Ouais, potentiel, il varie. exactement. Mais c'est bien le taux de. Alors, je ne sais plus comment je l'ai formulé, hein. Ça fait un bail, celle-là. Hop, voilà. Oui, la potentialité de satisfaction addictive. Mais par exemple, ton litre d'eau, si après, c'est 1,5 litre, si jamais je te demande pendant 24 heures de ne plus boire une seule goutte, alors à nouveau, c'est 1,5 litre, ils vont avoir une forte potentialité de satisfaction addictive. Bien Ça va sûr. étancher ta soif. Donc c'est bien la potentialité qui va compter, pas la satisfaction en elle-même. Et c'est une satisfaction addictive. Attention à ce que l'on ressent. Typiquement, le cocaïnomane. Le cocaïnomane, il a des niveaux d'homéostasie. Alors la cocaïne, c'est dopamine plus sérotonine. Il a des niveaux d'homéostasie à la sérotonine qui sont hyper, méga, giga, ultra élevés à cause de la cocaïne. Dès qu'il va passer en dessous du seuil de manque, il ne trouvera rien dans son environnement qui pourra satisfaire un tel niveau de sérotonine. Donc, il va être dépendant de la sérotonine pour essayer de maintenir son état d'homéostasie. Le problème, c'est qu'à force de prendre de la cocaïne,
les cloisons nasales, on a souvent des perforations au niveau des cloisons nasales, d'où les saignements, etc., que peuvent avoir les cocaïnomanes. Et il va juste avoir un soulagement, mais il n'aura pas de plaisir. Ok. Donc, et alors, pour peu qu'en plus son comportement est à l'encontre de l'image qu'il a de lui-même, il va se détester à le faire. Pourtant, il y a bien une satisfaction addictive derrière. Donc, il faut faire attention derrière le mot satisfaction, de ne pas le confondre avec le sentiment de satisfaction de soi. Ok. On parle bien de satisfaire une addiction. Ça va pour tout le monde? Ouais. Plus de questions, on est bon? Allez. Alors là, on rentre dans la partie touchy. Qu'est-ce qui détermine les choix de notre cerveau? Eh bien, on n'a aucune situation qui ne soit que dopaminergique, ou que oxytocinergique, ou que sérotoninergique, ou que endorphinergique, ou que noracorte. Alors, vous l'aurez compris, hein, noracorte, c'est une contraction interne de noradrénaline cortisol. On en a marre de le répéter sans arrêt. Ah, donc ça va plus vite, noracorte. En réalité, chaque situation va être un peu de tout dans des proportions différentes. Donc, on va se retrouver avec d'un côté la potentialité aversive. Et dans les conditions de déclenchement, par exemple, on retrouvera l'effort. Et l'effort, c'est la ressource que je dois fournir pour me mettre en mouvement et atteindre un objectif. Donc, quelle que soit la situation, de toute façon, j'aurai de la noradrénaline. Et de l'autre côté, j'ai des conditions de déclenchement qui vont être liées à la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, dans des proportions qui vont varier. Maintenant, comment notre cerveau décide? Eh bien, il évalue en fait ces 5 aspects en permanence. Et il regarde si la dose sera plus importante que la noracorte, ou si la noracorte sera plus importante que la dose. Autrement dit, si la potentialité de satisfaction addictive, donc la dose, est supérieure à la potentialité aversive, la noracorte, alors l'intention comportementale sera l'engagement pour aller prendre notre dose. Si, en revanche, la potentialité aversive, donc la noracorte, est supérieure à la potentialité de satisfaction addictive, donc la dose, alors l'intention comportementale sera le combat ou la fuite. C'est un équilibre, enfin c'est un déséquilibre entre les deux termes. C'est pour ça qu'on va parler d'une inéquation décisionnelle. Ce déséquilibre entre les deux termes déterminera l'intention comportementale du sujet. L'équilibre parfait n'existe pas. Il existe dans une petite histoire qu'on appelle l'âne de Buridan, je ne sais pas si vous la connaissez, où c'est un âne qui avait aussi faim que soif, mais son maître lui a posé à égale distance de son museau un seau d'eau et un seau d'avoine. Comme l'âne n'a jamais su s'il avait plus faim ou plus soif, il est mort de faim et de soif, ne sachant se décider à boire d'abord ou à manger d'abord. Ça serait l'équilibre parfait en fait. Il en meurt. Et bien là, on aura toujours un déséquilibre. En revanche, on peut parfois hésiter dans ce qu'on va faire dans une situation quand on n'a qu'une seule unique situation adaptative. On va dire, je sors ou je sors pas? Non, il est tard. Ah, mais j'aimerais bien voir un tel. Ah, puis il y aura un tel aussi. Ah ouais, non, c'est cool. On est en train de basculer vers l'intention d'engagement, de sortir. Ah ouais, mais je suis en train de réaliser que demain j'ai une grosse réunion, je serai fracassé. L'aversif reprend le dessus. Et donc on peut être en hésitation, à fluctuer d'abord d'un côté ou d'abord de l'autre. Ok, c'est parce qu'on est proche du centre. Mais dans tous les cas, il y aura un des deux termes qui le remportera. Et ce qui déterminera notre intention comportementale. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Ouais? Euh, du Laisse coup, Rachel? ouais. Euh, alors, je sors ou je sors pas, oui, mais demain j'ai une grosse réunion, ça c'est du raisonnement. Mais est-ce que du coup là, on peut tenir compte du signal du corps aussi? Développe. Ben, j'ai envie de sortir, mais il y a quelque chose en moi, dans mon corps qui me... c'est pas la raison de la réunion de demain, voilà, en fait, si je m'envisage sortir, j'ai une boule au ventre ou je sais pas. Alors, c'est que d'abord, ton cerveau a dit non, mais que toi, ta raison veut dire oui. Il y a une opposition entre les deux. Qu'est-ce qui sera le plus fort? Ta raison
ou le deuxième temps décisionnel ou le premier temps décisionnel. C'est le carré de chocolat en inversé, hein. Ouais. C'est quand le cerveau, la red zone, le premier temps décisionnel dit non et que la raison dit oui. Est-ce que la raison va réussir à inhiber l'état de tension aversif suffisamment pour malgré tout inscrire le comportement Mm. ou pas? C'est ça. Et donc, du coup, où est la décision? Qui prend la décision, tu vois? Eh ben, ce sera un jeu d'opposition entre le premier temps décisionnel et le deuxième. En tout cas, ici, au niveau de l'inéquation, clairement, c'était aversif. Donc, la réponse était non. D'accord. Ok. On est dans le premier temps décisionnel, l'origine de toutes les décisions, celle qui se joue entre 40 et 230 millisecondes. D'accord. Ok. Après, on a un temps de conscientisation et là, on peut commencer à essayer de moduler la raison. Et on le verra, quand tu pousses quelque chose dans ta représentation, ça reboucle dans le système limbique. Donc, ça peut venir modifier, éventuellement, cette inéquation. Ok. Ok. Éventuellement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Donc, si potentialité de satisfaction addictive supérieure à aversif, alors à ce moment-là, intention d'engagement pour aller prendre notre dose. Si potentialité aversive supérieure à potentialité de satisfaction addictive, alors intention comportementale de combat ou de fuite. C'est le client qui vous dit ah non, ça a l'air vraiment très très intéressant, écoutez, on se rappelle un peu plus tard, d'accord? Mort. Stratégie d'évitement. It's good? On va un peu plus loin. Quid de la motivation? L'anticipation de la potentialité de satisfaction addictive ou de sa potentialité de réduction aversive détermine la force d'attractivité. Quand je vous parlais de D, de la dopamine, vous avez vu dans mon schéma qu'il y avait marqué DP. Alors, c'est pareil, c'est une nomenclature interne, c'est vous parler de la dopamine plaisir. Son vrai nom scientifique, c'est l'activation des circuits dopaminergiques des voies mésolimbiques. Bon, c'était pour vous épargner de tout le charabia qu'on a appelé ça dopamine plaisir. On a un deuxième circuit dopaminergique, différent du premier. Donc là, la DP, c'est la voie mésolimbique, c'est celle qui est en bleu ici. Mais on a un deuxième circuit dopaminergique, qui est la voie nigrostriée, c'est la voie qui est en orange ici, qu'on a appelée DM. DM pour dopamine motivationnelle. C'est elle qui crée l'état de tension qui nous pousse à agir. Elle part, on l'appelle voie nigrostriée parce qu'elle part de la substance noire ici et elle vient projeter dans le striatum. C'est pour ça qu'on l'appelle nigrostriée. C'est elle qui va être responsable de l'état de tension qui nous pousse à agir. Si je reprends ce schéma, autant l'équilibre entre la dose et la non-raccorte, enfin, le déséquilibre entre la dose et la non-raccorte vont définir l'intention comportementale, autant la motivation à agir va dépendre de la potentialité de satisfaction addictive ou la potentialité aversive. On va prendre la potentialité aversive, ça va beaucoup plus parler à tout le monde. Admettons qu'on soit en présentiel. Et là, d'un seul coup, commence à me connaître un peu. D'un seul coup, ah, vous y attendez pas, mais il vient tous vous menacer avec un cure-dent. Attention, je suis pas là pour déconner. C'est un vrai cure-dent. Vous allez me regarder, potentialité aversive du cure-dent, risque d'intégrité physique. Bah, c'est encore le chauve qui a pété les plombs. On va le laisser faire son petit caprice. La motivation, l'état de tension à agir pour aller vous mettre en sécurité, que dalle. Ce sera très faible. Bien sûr que vous allez vous bouger si à un moment donné je continue à être menaçant avec mon cure-dent, mais vous allez vous lever en disant allez, on le laisse finir péter les plombs, on va laisser faire une pause 5 minutes, et on va faire autre chose. En revanche, si je vous sors une arme de guerre, fusil mitrailleur, et là que je vous menace, risque d'intégrité physique maximum, production de noradrénaline maximum, donc la potentialité aversive est hyper forte, l'état de tension qui va être déclenché derrière, la motivation à vous mettre à l'abri, va être hyper fort. Ok. Donc, la motivation à agir dépend du niveau de potentialité de satisfaction addictive ou aversive. Et donc, ça veut dire que le degré d'activation de la voie dopaminergique nigrostriée, donc de la DM, va être en corrélation directe avec les potentialités d'activation de la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine et la noraccorte. C'est ce qui va déterminer le niveau motivationnel, le niveau de tension qui va pousser l'individu à agir. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous dis, hein, cette partie-là, c'est la partie la plus complexe de la formation. Ça va, ça tient pour tout le monde?
Donc, le schéma que vous avez là sous les yeux, alors bien évidemment, on va regarder ensemble toutes les conditions de déclenchement de noracort, de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine, et puis après, vous verrez qu'il y a des démultiplicateurs, sont à l'origine, on peut expliquer l'origine de tous les comportements humains grâce à ça. Du moment qu'on modifie une condition de déclenchement, on modifie un état de tension, on modifie automatiquement la mise en mouvement de l'individu. C'est systématique. OK? Ça va aller pour chacun? OK. Je vous laisse digérer ça. J'ai un autre rendez-vous après et je vais me faire fâcher si je suis en retard. Euh, Donc, je vous laisse digérer tout ça. Intégrez bien cette inéquation et que déjà, la base de ce schéma-là, vous soyez capable de le dessiner. Parce qu'en entretien de fin de formation, je vais me demander de me dessiner ce schéma-là et ensuite de me donner toutes les conditions de déclenchement de noracorde, de dopamine, de cytocine, sérotonine, endorphine, parce que ça, clairement, il faudra le connaître par cœur pour que ça devienne un automatisme et que vous n'ayez plus besoin d'y réfléchir. Ce qui fait que quand vous arrivez dans un environnement, vous comprenez de suite quel déclencheur, de quelles conditions d'état de tension de l'individu qu'il met en mouvement. Et donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir modifier dans le déclencheur? Quelles autres conditions de déclenchement je vais pouvoir activer pour modifier son état de tension et donc de mise en mouvement? Donc ça, clairement, il faut le connaître par cœur. Quand vous faites de l'accompagnement, si la personne ne bouge pas, c'est que la noracorte est restée supérieure à la dose. Quand vous êtes en vente et que vous voulez vendre un produit et que les gens n'achètent pas plus que ça, c'est que la noracorte est restée supérieure à la dose. Lorsque vous travaillez en management ou en RH et que vos salariés, vos équipes ne s'engagent pas, c'est que la noracorte est restée supérieure à la dose. Donc le but du jeu, ça va être de réduire la noracorte pour maximiser la dose. OK? Mais, enfin, Je savais que tu allais réagir. mais oui, parce Dis-moi. que du coup, enfin, comment tu fais ça? C'est-à-dire que c'est dans ton comportement à toi. Entre autres. Alors ça, c'est carrément du Prat 3. Mais oui, entre autres. C'est-à-dire que nous, en tant que praticiens, on est la variable maîtrisable de l'environnement de l'autre. Et ça, c'est du Prat 3. En revanche, on va venir travailler soit sur la sensibilité addictive de l'individu, soit sur la modification des flux, soit en convoquant des choses dans son imagerie mentale, donc ses flux cognitifs. Enfin, après, on a plein de stratégies, si tu veux. Mais déjà, il faut connaître les conditions de déclenchement pour voir sur quoi on peut agir. OK? D'accord, mais on est d'accord, c'est vraiment, ça vient à la base de nous. Oui. Donc, quand on veut créer une modification, ça vient de la base de nous. Sinon, c'est le flux naturel de l'individu. OK? Ça va pour tout le monde? Allez, super. Merci à vous tous pour votre attention et on se retrouve, j'imagine, la semaine prochaine, là, parce que vu que c'est une semaine sacrément shortée. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Ciao, ciao tout le monde! Ciao.